Mogadel 24 News, il est 19 h et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une ce soir, 448e jour consécutif de génocide sioniste à Gaza. Le bilan s'est une nouvelle fois alourdi, passant à 45 436 martyrs, tandis que les forces d'occupation continuent leurs agressions en incendiant l'hôpital Kamal Adwan au nord de la bande. L'aéroport international de Sanaa reprend ses activités au lendemain des multiples bombardements aériens sionistes ayant détruit une partie de ses installations. Crash d'Azerbaïdjan Airlines, le chef de l'agence russe de l'aviation civile affirme que des drones ukrainiens ont attaqué la ville tchétchène de Grozny alors que l'avion tentait d'y atterrir. Et puis le président allemand dissout officiellement le Parlement, appelant les citoyens aux urnes pour des législatives anticipées prévues pour février 2025. Et enfin, 7 jours de deuil et drapeau en berne en Inde après l'annonce ce vendredi du décès de l'ancien Premier ministre Manmohan Singh. Bonsoir à tous. 448e jour consécutif de génocide sioniste à Gaza et le bilan s'est une nouvelle fois alourdi, passant à 45 436 martyrs et 108 038 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants en bas âge, les enfants étant les principales victimes de cette agression depuis octobre 2023. Et au moins 11 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, sont tombés en martyrs et de nombreux autres ont été blessés tôt ce vendredi dans de nouvelles frappes de l'aviation de l'armée d'occupation sioniste, prenant pour cible plusieurs zones dans la bande, principalement au centre et à l'est de la ville de Gaza. Je vous le disais en titre, l'hôpital Kamal Adwan au nord, sous blocus, a été incendié ce vendredi par les forces d'occupation sionistes et ce après l'avoir assiégé dès les premières heures de la journée. Selon l'agence de presse palestinienne, l'incendie a détruit des services clés, notamment des blocs opératoires, le laboratoire, l'unité d'urgence et les services d'ambulance. Initialement, les communications avec le personnel médical, les patients, les blessés et les journalistes se trouvant à l'intérieur de l'hôpital Kamal Adwan de Beit Lahia ont été complètement coupés, alors que les forces d'occupation sionistes ont ordonné l'évacuation de toutes les personnes présentes tout en procédant à l'encerclement du complexe médical. Et dans ce contexte alarmant, le ministère palestinien de la Santé a appelé de toute urgence la communauté internationale à intervenir et à protéger les patients, le personnel médical et les centres de santé en Palestine. Et de son côté, la présidence palestinienne a également fermement condamné l'incendie de l'hôpital Kamal Adwan par l'armée d'occupation sioniste, affirmant que cet acte constitue une violation dangereuse et flagrante du droit international et des chartes internationales protégeant les établissements de santé. Dans un communiqué, la présidence palestinienne a appelé les institutions internationales de santé, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, Médecins sans frontières et les organisations internationales et humanitaires, à dénoncer cet acte et à agir dans le sens de mettre fin le plus tôt possible à ces crimes.
Les destructions, la mort et les funérailles sont devenus le lot quotidien des Palestiniens de Gaza. Ce vendredi, ils étaient des dizaines à se rassembler à l'hôpital Al-Ahli du centre de la ville pour faire leurs adieux à leurs proches tombés en martyrs. Le club des prisonniers palestiniens a dénoncé ce vendredi les conditions inhumaines de détention de 88 femmes palestiniennes dans les centres de détention de l'occupation sioniste, alertant sur leur état de santé qui se détériore gravement. Le club a par ailleurs noté que parmi les détenus se trouvaient 30 mères, 22 détenus administratifs, 2 mineurs, 18 étudiantes, 5 journalistes et 2 avocates, soulignant que ces données n'incluent pas l'ensemble de toutes les femmes détenues dans les geôles de l'entité sioniste. Et de l'autre côté de la frontière, la force de maintien de la paix des Nations Unies au Liban a appelé vendredi l'entité sioniste à s'interdire de s'attaquer aux civils libanais, lui demandant de se conformer aux termes de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 27 novembre dernier. Dans une interview accordée à l'agence de presse libanaise, la directrice adjointe au bureau des médias de la FINUL, Candice Ardel, a déclaré que la force onusienne rejette toute action susceptible de nuire aux civils, affirmant avoir envoyé des instructions dans ce sens à l'armée d'occupation sioniste. Et puis l'axe de la résistance est toujours et reste actif. Les Houthis du Yémen ont revendiqué ce vendredi un nouveau tir de missiles balistiques hypersoniques ayant ciblé l'aéroport sioniste Ben Gourion dans la zone occupée de Jaffa. La force de missiles des forces armées yéménites a mené une opération militaire qualitative visant l'aéroport Ben Gourion dans la zone occupée de Jaffa en utilisant un missile balistique hypersonique de type Palestine 2. Le missile a réussi à atteindre sa cible malgré la censure de l'ennemi. L'opération a fait des victimes et a entraîné la suspension de la navigation aérienne à l'aéroport. Avec l'aide de Dieu, la force de drone des forces armées yéménites a mené une opération militaire visant une cible vitale de l'ennemi israélien dans la zone occupée de Jaffa à l'aide d'un drone. L'opération a atteint son objectif avec succès. La force des drones a également mené une opération militaire visant un navire à Santa Ursula dans la mer d'Arabie, à l'est de l'île Socotra, à l'aide d'un certain nombre de drones et l'a touché directement. Les Nations Unies ont condamné hier l'escalade des agressions sionistes au Yémen, déclarant la situation d'alarmante, en particulier suite aux frappes des forces d'occupation ayant visé l'aéroport de Sanaa. Le secrétaire général condamne l'escalade entre le Yémen et Israël, les frappes aériennes israéliennes aujourd'hui sur l'aéroport international de Sanaa, des ports de la mer Rouge et des centrales électriques au Yémen sont particulièrement alarmantes. Ces frappes aériennes auraient fait de nombreuses victimes, dont au moins 3 personnes tuées et des dizaines d'autres blessées. L'aéroport international de Sanaa, qui a d'ailleurs repris ce vendredi ses activités au lendemain des multiples bombardements aériens sionistes ayant détruit une partie de ses installations.
Restez avec nous, on passe à l'actualité en Afrique juste après ce jingle. L'acharnement du Mersenne a étouffé les voix des opposants à sa politique de normalisation avec l'entité sioniste se poursuit, comme en témoigne la condamnation jeudi de 13 membres du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation à 6 mois de prison, une peine assortie d'une amende de 2000 dirhams pour participation à un rassemblement non autorisé selon les médias locaux. L'Observatoire marocain contre la normalisation a dénoncé dans un communiqué un procès injuste, exprimant, je cite, sa solidarité absolue avec les honorables combattants de la liberté. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé ce vendredi que son gouvernement déposerait un projet pour abroger la loi d'amnistie de l'ex-président Macky Sall, couvrant les faits relatifs aux 3 ans de violence politique entre 2021 et 2024 qui avaient fait des dizaines de morts. Il sera proposé à votre auguste assemblée dans les semaines à venir un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature. Pour que toute la lumière soit enfin faite et les responsabilités établies, de quelque bord qu'elles se situent. Il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime. Loin de là. Il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie. Et dans cette même allocution, Ousmane Sonko a confirmé la décision de fermer toutes les bases militaires étrangères dans le pays. Le Premier ministre sénégalais a indiqué lors de son discours de politique générale au Parlement que cette décision reflétait la détermination de Dakar de renforcer la souveraineté nationale et de réorienter la politique de défense du pays. Revirement politique en République démocratique du Congo. Joseph Kabila et Moïse Katumbi ont annoncé s'être rencontrés la semaine dernière à Addis Abeba. Une rencontre qui revêt bien des enjeux entre les deux ennemis d'hier. Le point, c'est avec Tinene Makassi. En politique, les alliances se font et se défendent au gré des jeux et des enjeux, évoluant au rythme des circonstances, marquant parfois des tournants majeurs dans la vie politique d'un pays. Amis un jour, ennemis le lendemain, selon la conjoncture. Entre Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, et son farouche opposant Moïse Katumbi, l'heure est à l'entente. Les deux anciens rivaux ont en effet trouvé un terrain d'accord inattendu. Ces deux figures de la politique congolaise que tout sépare ont décidé de faire front commun face à l'actuel président Félix Tshisekedi. Leur rencontre discrète qui a eu lieu cette semaine à Addis Abeba en Éthiopie marque un nouveau chapitre dans l'arène de la politique congolaise. Contre toute attente et dans un communiqué commun publié le 26 décembre, Kabila et Katumbi ont dénoncé ce qu'ils appellent la dictature de l'actuel président. Ils ont également exprimé leur inquiétude face à la détérioration de la situation en République démocratique du Congo, tout en condamnant la présence des forces armées qu'ils estiment illégales, y compris des mercenaires et des troupes étrangères, ont-ils affirmé. L'opposition à toute réforme constitutionnelle a été réaffirmée à cette occasion. C'est d'ailleurs un point essentiel de leur collaboration. Plus encore, les deux hommes ont lancé un appel à l'unité de toutes les forces politiques et sociales du pays, préconisant la formation d'un front de l'opposition contre Tshisekedi. Ils ont annoncé qu'une nouvelle rencontre aurait lieu prochainement pour formaliser leurs actions et poser les bases d'une stratégie commune. Concernant le conflit qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo, les deux hommes politiques ont salué les initiatives régionales pour une paix durable, notamment les processus de Nairobi et de Luanda. Cependant, ils restent fermes sur le fait que la stabilité du pays ne peut être obtenue que par une véritable réconciliation politique et une gouvernance respectueuse des principes démocratiques.
Dans un contexte où la situation reste fragile et les divisions politiques encore marquées, cette alliance inattendue entre deux poids lourds de la politique congolaise pourrait bien être l'étincelle d'une nouvelle dynamique en RDC, redéfinissant les rapports de force à quelques mois des élections à venir. Les regards seront tournés désormais vers cette nouvelle coalition qui semble être prête à bousculer l'ordre établi, surtout qu'elle marque également la fin de la lune de miel entre Tshisekedi et Katumbi. J-1 avant les élections législatives au Tchad, les Tchadiens iront voter samedi et dimanche pour élire leurs députés, leurs maires et leurs représentants locaux. 3 élections en même temps qui doivent clore un chapitre, celui de la transition entamée en 2021 avec la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno. Retrait des troupes françaises du Tchad, le ministre tchadien des Affaires étrangères a déclaré que cette décision est une décision exclusivement souveraine à l'égard du pays, estimant, je cite, n'être plus utile d'avoir une base militaire étrangère dans le pays. On l'écoute. La décision de retrait des forces françaises est une décision exclusivement souveraine qui regarde le Tchad, et nous avons estimé qu'après plusieurs décennies d'indépendance, de proclamation de la République, il n'était plus utile d'avoir une base militaire étrangère dans notre pays. C'est la volonté du président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby, qui depuis sa réélection, son élection à la présidentielle, avait voulu revisiter les accords de coopération avec tous les pays, y compris la France. Donc c'est un départ qui affirme l'indépendance et la souveraineté de notre pays. C'est vrai que c'est une des bases les plus importantes. Et nous avons plus de 60 années de coopération militaire. Mais bon, il est temps que les Tchadiens puissent voler de leurs propres ailes. Il est temps que les Tchadiens défendent eux-mêmes leur territoire. Il est quand même assez paradoxal qu'après plus de 6 décennies d'indépendance, nous soyons plus en mesure de défendre notre territoire. Il faille avoir une force étrangère. Voilà, c'est aussi simple que cela. La coopération bilatérale avec la France va rester. Elle va s'intensifier dans d'autres domaines, mais dans les domaines militaires, nous affirmons désormais notre souveraineté. Je vous remercie. Et on passe au reste de l'actualité internationale. Le chef de l'agence russe de l'aviation civile a affirmé ce vendredi que des drones ukrainiens ont attaqué la ville tchétchène de Grozny alors qu'un avion de la compagnie Azerbaijan Airlines tentait d'y atterrir avant de s'écraser au Kazakhstan. Le chef de Rosa Viatsia, Dmitry Yadrov, a ajouté qu'il y avait un brouillard épais au-dessus de Grozny lorsque l'incident s'est produit et que la visibilité était très réduite. Je voudrais souligner que la situation ce jour-là et pendant ces heures-là dans la zone autour de l'aéroport de Grozny était très difficile. Des drones militaires ukrainiens menaient des attaques terroristes contre des infrastructures civiles dans les villes de Grozny et Vladikavkaz. À cet égard, un régime de couverture a été mis en place dans les environs de l'aéroport de Grozny, prévoyant le retrait immédiat de tous les aéronefs de cet espace. De plus, il y avait un brouillard épais au-dessus de l'aéroport de Grozny. La visibilité était nulle à 500 mètres d'altitude. Le commandant de bord a fait 2 tentatives d'atterrissage à Grozny qui se sont révélées infructueuses. D'autres aéroports ont été proposés au commandant de bord. Il a décidé de se rendre à l'aéroport d'Akto. Il existe de nombreuses circonstances différentes qui doivent faire l'objet d'une enquête conjointe. Nous sommes tout à fait prêts pour ce travail en coopération avec nos collègues. Le président kirghize, Sadir Japarov, a inauguré ce vendredi la construction d'un nouveau chemin de fer reliant la Chine, le Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan dans le but d'ouvrir la région comme voie d'approvisionnement vers l'Europe.
Cette route assurera l'approvisionnement en marchandises de la Chine vers le Kirghizstan, puis vers l'Asie centrale et les pays voisins, y compris la Turquie et même l'Union européenne. Au nom de tout le Kirghizstan, je voudrais remercier nos partenaires, la Chine et l'Ouzbékistan, pour leur aide dans la réalisation de ce projet. C'est le dossier de ce 19h. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a officiellement dissous le Parlement ce vendredi à la suite d'un vote de confiance perdu par le chancelier Olaf Scholz. Il y a une dizaine de jours, les partis politiques se sont donc mis d'accord pour que le scrutin ait lieu le 23 février 2025. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Dans une prise de parole aussi rare que solennelle, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a annoncé la dissolution du Parlement et officiellement fixé les élections législatives anticipées au 23 février. Chers concitoyens, j'ai décidé aujourd'hui de dissoudre le 20e Bundestag allemand et de convoquer de nouvelles élections pour le 23e jour de février de l'année prochaine. Une lettre en ce sens vient d'être remise à la présidente du Bundestag allemand. Une décision prévisible après l'implosion de la coalition gouvernementale du chancelier Olaf Scholz, doublée du vote de confiance perdu par ce dernier. Selon les sondages, l'opposition conservatrice part grande favorite de ce scrutin devant le parti d'extrême droite AfD et le parti social-démocrate d'Olaf Scholz. Cette campagne, avancée de 7 mois par rapport à la date initiale prévue, s'inscrit dans une grave crise que traverse la première économie européenne, autrefois modèle de stabilité politique et économique, alors même que son partenaire privilégié dans l'Union européenne, la France, est également embourbé par l'absence d'une majorité parlementaire. Le président allemand a dressé un constat lucide de la situation de son pays, abordant la situation économique incertaine dans laquelle des entreprises se retrouvent et les emplois mis en danger. Parmi les autres préoccupations majeures pour l'Allemagne, le président a cité les guerres au Proche-Orient et en Ukraine, ainsi que les questions de contrôle de l'immigration et de l'intégration. L'Allemagne se retrouve donc en pleine crise économique et politique. Les partis devront s'affronter pour définir l'avenir de la première économie européenne. On parle de cette crise en Allemagne avec notre invité du 19h. Manuel Pouchelet, expert en questions internationales, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Avec plaisir. Alors Manuel Pouchelet, la dissolution du Bundestag était attendue. Elle vient d'ailleurs dans la continuité des étapes formelles avant la tenue des législatives anticipées. Et le président Steinmeier a d'ailleurs lui-même déclaré que l'Allemagne passait par une période difficile, estimant que la seule solution qui lui restait était cette dissolution. Quelle analyse faites-vous de cette décision prise par le président ? La décision du président allemand, si vous voulez, comme il est gardien des institutions par rapport au chancelier, fait en sorte que l'Allemagne, en effet, vous l'avez souligné dans votre documentaire et reportage, traverse une crise d'une rare intensité. L'économie allemande des années 2000, si vous voulez, est terminée. Et aujourd'hui, je pense que le chancelier Scholz, malgré sa coalition qu'il avait largement élargie, vous savez, il y a plusieurs partis politiques en présence, a, je pense, échoué. Et il est temps peut-être de donner un nouvel élan, et c'est ce qu'a peut-être voulu aussi le président allemand sur ce sujet en tout cas. Maintenant, l'économie allemande a aussi des difficultés. On parle d'une économie principalement axée sur un secteur industriel, mais aussi des partenaires allemands, des Allemands, excusez-moi, en dehors de l'Union européenne, qui représentent principalement la Chine, mais aussi la Russie, sont aussi en difficulté. Donc cela a un impact non négligeable sur son économie en tout cas. Manuel Pouchelet, il y a la récession qui menace la première économie de l'Union européenne pour la deuxième année consécutive. Pensez-vous justement que le modèle économique de l'Allemagne est en train de subir un grand coup? Et si oui, quelles en seraient les conséquences? Le grand coup, si vous voulez, l'Allemagne a toujours su faire face aux défis de son avenir et même a toujours trouvé des opportunités pour trouver des solutions. Je rappelle que l'Allemagne avait su financer à elle seule sa réunification, ce qui est encore à l'échelle de l'histoire un événement relativement récent. Mais aujourd'hui, si vous voulez, elle fait face à des économies en difficulté. Je pense à la France, qui est son premier partenaire économique. Je pense aussi à la Chine, qui connaît aussi des ralentissements.
mais aussi à la Russie, qui était un de ses fidèles clients, notamment dans ses solutions industrielles. Je pense que l'Allemagne se cherche, si vous voulez, un nouvel avenir, à rebondir un petit peu sur des solutions qu'elle a maintenant épuisées, qui sont un secteur industriel, et puis aussi, je le rappelle, un changement définitif en termes de production d'énergie, avec l'arrêt du nucléaire qui n'est pas sans conséquence, avec, vous le saviez, il y avait le projet Nord Stream, principalement avec la Russie, qui, à cause de la guerre en Ukraine, est aujourd'hui au point mort en tout cas. Autre point, il y a aussi le retour de Donald Trump au bureau ovale et avec lui aussi plusieurs taxes sur les exportations vers les États-Unis qui viennent également lourdement inquiéter Berlin, n'est-ce pas? Oui, en partie, mais attention, moi je vais rester prudent sur l'aspect de Donald Trump concernant les Allemands, puisque les Allemands en matière de défense ont fait des choix américains. Au détriment de l'Europe et notamment de l'industriel franco-allemand principalement qui est Airbus, avec le choix de s'équiper d'hélicoptères d'attaque américains qui sont d'une ancienne génération, contrairement au Tigre qui était franco-européen avec les dernières nouveautés. Maintenant, l'Allemagne, vous savez, joue aussi son trublion avec l'Union européenne et notamment les accords du Mercosur. Et le fait que l'arrivée de Donald Trump s'annonce tonitruante est aussi un sujet de vigilance pour les Allemands, puisque, je vous le rappelle, Madame Merkel, en son temps, avait eu des mots très durs envers Donald Trump, qui lui avait aussi trouvé des éléments de langage, notamment avec le retrait complet des forces américaines, quasiment complet, sur le territoire allemand, donc privant les Allemands d'une substantielle économie et de revenus et de devises, en tout cas. Donc l'Allemagne est, pour faire court, est embourbée dans une crise économique d'une part et une crise politique d'autre part. Elle est vraiment dans l'œil du cyclone, mais réussira-t-elle, selon vous, à s'en sortir, Manuel Pouchelet? Oui, les Allemands sont des gens pragmatiques. De toute façon, vous avez pu observer ces derniers temps certaines réformes, notamment en ce qui concerne la retraite, et puis aussi des réformes avec alors un sujet très épineux en Allemagne qui est l'accueil des réfugiés, où aujourd'hui, vous savez, Berlin revoit ses positions et on a tourné définitivement la page de l'ère de Madame Merkel avec une politique de Monsieur Scholz beaucoup plus ferme sur certains sujets et qui, vous le constatez, avec ces nouvelles élections qui s'annoncent en février, risquerait de prendre un nouveau tournant avec une montée quand même assez forte de l'AfD, donc l'extrême droite, qui est un refus, si vous voulez, des enjeux de certaines orientations européennes et une forme de repli sur soi qui peut inquiéter et qui risquerait de répéter certains événements que l'histoire allemande connaît. Pensez-vous justement que dans ce contexte, le timing de ces élections législatives est judicieux? Il n'y a pas forcément de timing judicieux, il y a un timing, j'allais dire, d'opportunité, et croire que celui-ci est calqué, si vous voulez, sur l'échéance américaine de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump au mois de janvier est peut-être une erreur. Je rappelle que ce timing est le fruit d'une mûre réflexion et longue réflexion, puisque les Allemands, je me répète, sont des gens très pragmatiques, et je pense sont arrivés à l'épuisement des solutions du gouvernement Scholz, et qu'il est temps de changer, de retrouver un nouvel équilibre, en tout cas, c'est ce que je souhaite des Allemands. Alors malgré les sondages peu encourageants, le chancelier Olaf Scholz a quand même décidé de se représenter pour un deuxième mandat. Pensez-vous que sa réélection serait bénéfique pour le pays, en rappelant bien sûr qu'il avait fait voler en éclats la coalition tripartite en début novembre dernier en limogeant son ancien ministre des Finances? Pourquoi est-ce que Olaf Scholz serait cette fois l'homme de la situation? Je pense que c'est un des rares chanceliers qui a su rassembler, on va dire, les différents mouvements et courants politiques en Allemagne. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il soit, si vous voulez, reconduit. D'ailleurs, on a l'exemple en France, où vous avez M. Barnier qui a été éliminé, il y a eu un vote sanction. Et je pense qu'aujourd'hui en Europe, d'ailleurs, le premier à s'en être inquiété, c'était dans les années 90, le Premier ministre britannique qui était Gordon Brown, qui avait simplement dit, quand on est en position d'échec, il est temps de se retirer. Je pense que M. Scholz peut en partie représenter l'avenir, mais en tous les cas, il va devoir faire volte-face et sûrement trouver des alliances avec des partis pour lesquels il n'a pas forcément d'affinité. Et puis en parallèle, vous le disiez tout à l'heure, l'extrême droite allemande monte en flèche. Le parti AfD jouit d'ailleurs d'une popularité croissante, en particulier suite à la récente attaque contre le marché de Noël de Magdebourg, qui a d'ailleurs, Manuel Pouchelet, relancé le débat sur l'immigration. Je pense qu'il n'y a pas fallu forcément attendre ce triste événement à Magdebourg. L'AfD est très présente, notamment quand on regarde sur l'échelle du territoire allemand, dans l'ex-Allemagne de l'Est, ce qui est constitué la RDA, où, si vous voulez, il y a quand même des villes qui sont interdites à l'accueil des réfugiés, puisque vous avez des centres
normalement d'accueil qui sont aujourd'hui fermés, voire impossibles à gérer puisqu'ils sont attaqués par cette minorité qui devient malheureusement une majorité avec, vous savez, les déviances que l'on connaît. Je pense que l'Allemagne est arrivée au bout de son modèle. C'était une locomotive européenne pour l'économie, mais malheureusement, elle risque aujourd'hui de s'enfermer dans un carcan politique qui risquerait de l'exclure de nombreuses situations ou décisions internationales, et je pense notamment à l'Union européenne, où malgré la présidence de Mme von der Leyen, l'Allemagne devra répondre aussi de certaines contradictions où elle est à l'origine en tout cas. Mais ce que l'on remarque aussi, c'est que la campagne électorale pour les législatives vient à peine de commencer, que déjà le dossier migratoire est mis en avant. Est-ce que ce n'est pas plutôt une sorte de diversion pour tenter d'éloigner l'attention des réels problèmes de l'Allemagne ? Je pense, vous savez, peu importe vous l'avez vu en France, notamment avec les dernières législatives de cette année, l'Allemagne est en difficulté économique. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à trouver un second souffle où elle est enfermée dans un carcan qui est principalement industriel. Elle n'a pas la diversité économique de la France qui propose notamment des services. Maintenant, il y a quand même un espoir d'avenir avec l'Allemagne où c'est un pays qui investit énormément d'argent dans l'intelligence artificielle, où elle a même dépassé l'Inde en termes de budget, si vous voulez. L'Allemagne se cherche à un nouvel avenir pour lequel elle va mobiliser tous les Allemands. Et vous avez aussi un problème assez important en Allemagne qui est le vieillissement de la population. Et croyez-moi, il sera aussi au cœur des débats politiques, en tout cas en dehors de l'immigration. L'immigration risquerait de s'inviter bien entendu dans ces débats, mais je pense que la priorité, c'est de relancer cette économie. Et les Allemands sont capables d'alliances pour justement se conformer à leur hymne qui est l'Allemagne par-dessus tout, Deutschland über alles, comme on dit là-bas. Donc, hormis la question migratoire, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui qu'il faille se pencher sur la question ukrainienne et des dépenses engendrées militairement par l'Allemagne pour l'Ukraine? Oui, alors en fait l'Allemagne a un dossier très aigu avec l'Ukraine puisqu'il y a une minorité allemande qui est présente en Ukraine, mais aussi je rappelle que l'Ukraine est aussi bloquante par rapport au projet des nouvelles routes de la soie voulu par le président chinois Xi Jinping, où Duisbourg, qui est une ville allemande, était un point d'arrivée en Europe. Et pour l'instant, il faut impérativement que l'Allemagne se trouve, on va dire, participe aux solutions de paix. Et bien entendu, il y a aussi un conflit avec Paris sur ce sujet, ou d'autres sujets où bien entendu Berlin a toujours montré son indépendance. Je pense aussi à l'autre dossier du Mercosur, où M. Scholz a, on va dire, poussé pour que cet accord aboutisse, notamment avec l'Union européenne. Donc, si vous voulez, l'Allemagne a toujours eu des positions de plus en plus individuelles, et le fait de s'associer à certains projets européens, et là vous me parlez sur l'Ukraine, il y a aussi la Russie, et je rappelle que l'Allemagne a toujours été un pont un petit peu entre cette économie européenne, cette économie russe, et ces partenariats souvent jugés en Europe comme improbables en tout cas. Manuel Pouchelet, quelle sera, selon vous, en cas de nouvelle formation du gouvernement, la politique allemande vis-à-vis du budget militaire alloué à l'Ukraine? Le sujet de l'armée, si vous voulez, ou même du budget militaire en Allemagne est un sujet clivant et très comment dire, sujet à critique côté allemand. Je rappelle que vous connaissez l'histoire du pays. Depuis 1945, l'Allemagne a toujours voulu, on va dire, faire oublier son passé, on va dire, assez difficile. Une chose est sûre, en ce qui concerne le budget militaire, les Allemands sont divisés. Les Allemands freinent souvent des quatre fers. Pourquoi ? Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a l'enjeu de relations internationales avec la Russie qui, malgré les embargos, tiennent toujours. Maintenant, l'Allemagne pense aussi à l'après-Ukraine et à l'après, on va dire, victoire, éventuellement de la Russie sur l'Ukraine. Pour l'instant, il est encore trop tôt d'en parler. Mais aussi, je tiens à le souligner, d'adhésion à l'Ukraine à l'Union européenne, où justement, cela permettrait de relancer l'économie allemande, où Berlin a toujours un œil attentif sur ce qui se passe à Kiev, en tout cas. On se pose la question, Manuel Pouchelet, comment est-ce que l'Allemagne, un pays qui a été classé durant des décennies comme numéro 1 économiquement en Europe, est-il arrivé à cette situation d'impasse? Quelles sont les réelles raisons de cette crise finalement? Les raisons, si vous voulez, sont multiples. Il y a plusieurs acteurs. Alors, dans un premier temps, il y a l'Union européenne. Il y a aussi des choix en politique interne. Je pense au choix de politique énergétique avec l'abandon du nucléaire, où les Allemands ont décidé de se reposer sur un système qui est le gaz et aussi l'éolien. Et d'ailleurs, même actuellement, l'éolien
est en train de se déconstruire côté allemand, mais en même temps aussi des relations internationales où Berlin a toujours été très discrète, notamment avec une concurrence assez assidue avec son premier partenaire européen qui est la France. Maintenant, Berlin se cherche des solutions, Berlin cherche à relancer son économie, mais je vous ferai remarquer une chose, Berlin, avec une expression triste, demeure un nain politique. Elle a certes la force économique, mais en termes de politique, il lui manque, je pense, une place au Conseil de sécurité qui lui permettrait, si vous voulez, de faire valoir certains droits, certaines orientations et lui donner plus de poids à certains leviers qu'elle maîtrise en Europe. Mais de toute façon, vous savez, l'Allemagne est un pays pragmatique. Les Allemands sont des citoyens qui sont prêts à miser plusieurs millions d'euros et milliards d'euros sur certaines économies, mais en attendant, ils ont une gestion prudente de leur économie et pour l'instant, je pense que le chancelier Scholz n'est pas arrivé à les convaincre en tout cas. Manuel Pouchelet, après 2 ans de récession, l'économie allemande risquerait-elle de stagner en 2025 ? Et quelles seront les répercussions sur l'Europe ? On parle de récession, attention, stagner, je n'y crois pas encore. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas encore les résultats de la politique de M. Scholz. 2 ans, il est encore trop tôt, malheureusement, à l'échelle, on va dire, du temps. Maintenant, si l'économie allemande s'écroule, elle entraînera forcément dans sa chute l'économie française, qui est son premier partenaire. Mais également d'autres économies où je rappelle que les partenaires allemands sont principalement à l'étranger. Et là, je reviens sur ce ralentissement de l'économie chinoise qui a déjà des conséquences sur l'économie allemande, puisque la Chine consomme moins de solutions industrielles, et j'insiste bien sur les solutions industrielles que représente ce pays. Maintenant, les Allemands sont des gens qui sont capables de réversibilité. Quelles sont les solutions qu'ils vont trouver? Ça invitera sûrement encore une fois l'histoire de l'âge de la retraite. Mais vous savez, en Allemagne, il y a un terme qui pèse bien son poids, c'est le terme de flexibilité. Et les Allemands sont prêts à faire des sacrifices et croyez-moi, ils seront capables de faire face à cette situation qui, pour l'instant, s'avère difficile. Mais vous savez, ils vont serrer les rangs, comme on dit, et réussir sûrement ce défi qui s'inscrit aussi dans la mondialisation, qui demain réserve sûrement de nouvelles surprises pour lesquelles nous n'avons pas encore les futures orientations. C'est une crise qui touche l'Europe entière et qui ressemble aussi beaucoup à ce qui se passe en France, n'est-ce pas, Manuel Pouchelet ? Oui, on peut faire le parallèle, mais je vous rappelle une chose, il est difficile, et je pense que c'est une erreur que font beaucoup d'observateurs, de comparer l'économie allemande et l'économie française. La France a des atouts, qui sont une certaine forme de natalité, une politique migratoire qui devient de plus en plus sélective, mais en même temps, Berlin est, je le rappelle, un précieux investisseur et a d'autres orientations. Maintenant, elle se confronte aussi à certaines orientations qui ont été celles des années 90, dont aujourd'hui elle paye le prix fort avec, je le rappelle, l'arrêt du nucléaire, l'arrêt aussi peut-être et la réorientation d'une politique migratoire qui s'avère de plus en plus choisie, puisqu'aujourd'hui les migrants qui ont été accueillis, si vous voulez, sur le sol allemand sont en train de repartir. Je pense à la forte minorité kurde qui aujourd'hui repart, mais en même temps, attention, le fait d'avoir accueilli certaines de ces minorités du Moyen-Orient sont aussi pourvoyeuses d'affaires, puisqu'on a énormément de sociétés allemandes qui aujourd'hui ont des marchés dans les pays pour lesquels les réfugiés ont été accueillis en tout cas. Et ça, c'est important de le souligner. C'est peut-être une bulle d'oxygène dans cette situation délicate. Mais on pourrait peut-être faire le parallèle politique, Manuel Pouchelet, entre la France et l'Allemagne. Non, attention, le parallèle politique est difficilement comparable. Je rappelle que la France est une république avec un chef de l'État au pouvoir fort, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. L'Allemagne, le président a un rôle, on va dire, principalement de ce que disait le général de Gaulle, d'inaugurer des chrysanthèmes. Mais si vous voulez, attention, le Premier ministre allemand, le chancelier, excusez-moi, concentre quasiment tous les pouvoirs et c'est lui le décideur. Le président Steinmeier est ni plus ni moins que le garant des institutions. Maintenant, c'est un État fédéral. La France est un État unitaire et donc, si vous voulez, il faut savoir aussi qu'en Allemagne, vous avez quand même des Länder qui sont particulièrement dynamiques. Je pense au Bade-Württemberg, je pense à la Bavière, je pense aussi à tout ce qui tourne autour de la Ruhr, qui sont le cœur de l'industrie allemande et de ses activités d'avenir. Maintenant, il y a aussi des Länder qui sont un petit peu plus en difficulté. Je pense à la Saxe-Anhalt et tout ce qui tourne autour de Leipzig.
Donc, si vous voulez, l'Allemagne est un État fédéral et la comparer avec la France est une erreur, malheureusement. Pourquoi? Parce que la République française a aussi d'autres orientations et une ouverture à l'international avec le poids, je tiens à le souligner, d'un Conseil de sécurité et au niveau d'un très fort engagement au niveau de l'ONU. Maintenant, la France et l'Allemagne sont des partenaires historiques, surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et doivent se compléter tant pour les décisions européennes que pour d'autres décisions en tout cas. Merci beaucoup Manuel Pouchelet pour cet éclairage sur la crise en Allemagne. À très bientôt. Merci à vous et à très bientôt, madame. Catastrophe écologique, la Russie a déclaré l'état d'urgence à l'échelle fédérale en raison d'une marée noire dans la mer Noire à la suite du naufrage de 2 pétroliers dans le détroit de Kertch, près de la Crimée. L'état d'urgence permettra au gouvernement, selon le ministre russe de la Protection civile, de déployer davantage de personnel humanitaire, d'équipements et d'argent dans la lutte contre le pétrole. Les pompiers australiens ont tenté ce vendredi de maîtriser un immense feu de brousse se propageant à travers un parc national du sud-est du pays. Aucune victime n'est à déplorer et aucun logement n'a pour l'heure été victime des flammes. On reste en Australie où 2 marins ont trouvé la mort ce vendredi lors de 2 accidents distincts durant la célèbre course à la voile Sydney-Hobart en Australie. Les 2 navigateurs ont été heurtés par la brume alors qu'ils se trouvaient au large des côtes de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. La communauté de la voile est très soudée. Il y a environ 1 millier de navigateurs sur l'eau dans cette course. Et en perdre 2 de cette manière est tout simplement dévastateur. Comme vous le savez certainement tous, il y avait 2 bateaux distincts et dans les 2 cas, nous pensons que le membre de l'équipage a été heurté par le baume. Il y a donc actuellement un vent de nord d'environ 25 nœuds et comme il s'agit d'un vent de nord, il est derrière les bateaux, les poussant vers le bas de la côte. Les bateaux de tête avaient une vitesse comprise entre 25 et 30 nœuds, ce qui signifie qu'ils se déplaçaient très rapidement. Mais la mer n'était pas particulièrement forte selon les informations que j'ai reçues. La Chine a annoncé ce vendredi sanctionner 7 entreprises américaines après l'approbation par Washington d'un nouveau paquet d'aide militaire à Taïwan, qualifié par Pékin d'atteinte à sa souveraineté. On écoute. Les États-Unis ont récemment annoncé une fois de plus la fourniture de grandes quantités d'aide en matière d'armement à la vente d'armes à la région chinoise de Taïwan. Et la loi américaine sur l'autorisation de la défense nationale pour l'année fiscale 2025 comprend un certain nombre de dispositions négatives liées à la Chine qui constituent une violation grave du principe d'une seule Chine et des 3 communiqués conjoints des États-Unis et de la Chine interfèrent gravement dans les affaires intérieures de la Chine et portent gravement atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine. Conformément aux dispositions de la loi anti-sanctions étrangères de la République populaire de Chine, la Chine a décidé de prendre des contre-mesures à l'encontre de 7 entreprises militaro-industrielles américaines et de leurs dirigeants. Les législateurs sud-coréens ont adopté ce vendredi une motion de destitution contre le président par intérim Ahn Duck-soo, la première de l'histoire du pays d'ailleurs. Presque tous les 192 membres du bloc d'opposition dirigé par le Parti démocratique ont voté en faveur de la motion de destitution.
J'annonce que la motion de destitution du Premier ministre Han Duck-soo a été adoptée. Sur les 192 législateurs qui ont voté, 192 ont voté pour la destitution. Le chef de l'opposition sud-coréenne a d'ailleurs vivement critiqué cette présidence par intérim. En retardant la formation d'une institution constitutionnelle pour maintenir l'État, il détruit l'ordre constitutionnel et poursuit un nouvel acte de désordre national. La plus grande menace pour la Corée du Sud est le chef de l'insurrection Yoon Suk-yeol et le reste des forces insurrectionnelles. Seule l'éradication rapide de ces groupes d'insurgés peut permettre le retour à la normale en Corée du Sud. On en parlait tout à l'heure en titre, 7 jours de deuil assortis de funérailles nationales ont été annoncés en Inde ce vendredi après le décès de l'ancien Premier ministre Manmohan Singh. Le défunt avait dirigé l'Inde de 2004 à 2014 et est mort jeudi soir dans un hôpital de New Delhi après avoir perdu connaissance à son domicile. Le Premier ministre indien Narendra Modi a d'ailleurs tenu à rendre un dernier hommage à l'ancien Premier ministre indien Manmohan Singh à son domicile à New Delhi. ट्वीट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े तमाम हस्तियों ने सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी तमाम हस्तियों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, उनके कार्यों को याद किया भी ने। Le gouvernement japonais a approuvé ce vendredi un budget record pour le prochain exercice fiscal avec des dépenses militaires en hausse pour se prémunir contre les menaces régionales et une enveloppe de sécurité sociale gonflée face au vieillissement de la population. Le ministère de la Défense a estimé dans un communiqué que le pays était confronté à l'environnement sécuritaire le plus difficile et le plus complexe depuis la Seconde Guerre mondiale, faisant écho à des propos similaires du Premier ministre Shigeru Ishiba. À Madagascar, la ministre malgache de la Communication a confirmé la saisie de 53,7 kg d'or à l'aéroport international d'Antananarivo. Leur saisie avait été dissimulée sous de faux documents, ce qui n'a pourtant pas échappé aux mesures renforcées de sécurité et de surveillance aéroportuaire. Pour l'heure, une personne impliquée dans ce trafic a été arrêtée, tandis qu'un complice est actuellement recherché par la police. Les membres d'un réseau de trafiquants de drogue ont comparu ce vendredi devant le tribunal de Ho Chi Minh au Vietnam, où 27 d'entre eux ont été condamnés à mort après avoir été reconnus coupables de trafic de plus de 600 kilos de stupéfiants, dont de l'héroïne, de la kétamine et de la méthamphétamine. Les autorités mexicaines ont annoncé jeudi avoir découvert 12 corps enterrés clandestinement dans un état du nord du Mexique, secoué par une vague de violences liées au crime organisé. Les ossements non identifiés ont été transformés vers des laboratoires du service médico-légal pour déterminer les identités. Et après le trafic d'or et de drogue, connaissez-vous le trafic de tortues ? Au total, 112 tortues ont été saisies par les gendarmes dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une patrouille menée dans un quartier périphérique d'Antananarivo, la capitale malgache. Les forces de l'ordre ont intercepté 2 véhicules où se trouvaient 5 individus transportant les tortues dissimulées dans des valises. Des tortues qui appartiennent à des espèces protégées selon la gendarmerie malgache. Oh, dia mati ya? Ni semua hidup kan ni? Ya, ni tak pasti ada yang tak bergerak, tak tahu mati.
Et voilà, Madame, Monsieur, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Je vous donne rendez-vous, même heure, même chaîne, dimanche. Au revoir.